Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 24 octobre. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, a tiré sa révérence hier vendredi 23 octobre 2020. Deuil de 72 heures décrété, suspension immédiate de toute activité de son parti sur la période de deuil décrété. En début de journal, la compassion exprimée du chef de l'État à la famille de l'illustre disparu. Le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration d'une usine pour les femmes à Bangourou. Objectif de la création de cette usine, contribuer à assurer l'autonomisation véritable des femmes en développant leur esprit d'entrepreneuriat. Les Nations Unies ont annoncé hier vendredi la signature d'un cessez-le-feu global et permanent en Libye entre le camp de Khalifa Haftar à Benghazi et celui du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Les belligérants ont signé un accord après 5 jours de discussion à Genève. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Depuis hier vendredi, la Côte d'Ivoire, notre cher pays, porte le manteau noir du deuil. Un grand serviteur de l'État s'en est allé. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de M. Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, survenu ce vendredi 23 octobre 2020. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre les condoléances les plus attristées de la nation ivoirienne à la famille de l'illustre disparu. Le président de la République salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un collaborateur compétent et loyal. Un deuil national de 72 heures est décrété à compter donc de ce jour, à compter d'hier, depuis donc d'hier, vendredi 23 octobre. Et justement, parlons de cette actualité. Sachez que le ministre chargé de l'administration du territoire de la décentralisation, Sidiki Diakité, homme de devoir, a donc quitté les siens depuis vendredi hier pour la grande traversée. Toujours à la tâche au service de son pays, l'image que l'on garde de lui est encore vive dans les esprits. Car il y a seulement quelques jours, le ministre de l'Administration du Territoire de la Décentralisation, Sidiki Diakité, siégeait à la table du dialogue politique pour apporter sa contribution à l'apaisement du climat sociopolitique. Alexis Ouedraogo revient sur le parcours de l'homme. Il était une pièce maîtresse du dialogue politique ivoirien. Toujours le mot pour concilier, Sidiki Diakité était de toutes les négociations. Entré au gouvernement en juillet 2017, il occupe les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 2 ans plus tard, dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il prend les rênes du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. C'était le 4 septembre 2019. Ancien préfet hors grade d'Abidjan, Sidiki Diakité a été préfet de Touba de 2007 à 2010, puis préfet de la région des montagnes et du département de Mans. Homme de dossier, collaborateur dont on vantait l'efficacité, Sidiki Diakité part, comme il l'a toujours vécu, à la tâche, discret, réservé. Sidiki Diakité, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, a donc tiré sa révérence. Une grande perte pour sa famille biologique, mais également politique. Lui qui a toujours répondu présent aux appels de celle-ci, profondément affecté par la douleur de sa disparition. À sa famille politique, le RHDP décide de la suspension de toutes ses activités pour une durée de 72 heures. Je vous invite à suivre la déclaration du directeur exécutif du parti, Adama Bictogo. Il est au micro de notre reporter, Éric Corré. Le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le président Alassane Ouattara, a la profonde douleur de vous annoncer le décès du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et par ailleurs membre du conseil politique du RHDP, M. Sidiki Diakité. Face à cette nouvelle épreuve qui s'impose à notre parti, le candidat appelle tous les militants et sympathisants à observer une suspension de toute activité festive relative à l'animation de la campagne. Une fois de plus, le candidat voudra bien compter sur la capacité de tous les membres des différents organes de la campagne, direction nationale, centrale, régionale, départementale, sous-préfectorale, communale et sectorielle, à surmonter cette situation inédite et difficile, 3 mois après la douloureuse disparition de notre regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Le même élan, compte tenu du décès du ministre de l'administration du territoire, M. Sidiki Diakité, Madame la directrice nationale de campagne chargée des femmes, des mouvements de soutien et véhicules d'opinion et des électeurs de l'extérieur, annonce le report à une date ultérieure du giga meeting des femmes, initialement prévu pour se tenir ce samedi 24 octobre 2020 au parc des sports de Treichville. Elle présente ses condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, et donc au Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement ainsi qu'à la famille éplorée. Repos donc à l'âme du défunt. 1500 observateurs CNDH dans le cadre du suivi de la présidentielle. Le Conseil national des droits de l'homme met en mission 6 observateurs. Il s'agira pour eux de superviser le scrutin du 31 octobre 2020. Ils sont chargés de faire le point de toute violation de droits de l'homme qui pourrait survenir au cours de ce scrutin. Éric Goré. Namizata Sangaré face à la presse. La présidente du Conseil national des droits de l'homme s'entretient avec les journalistes. Objectif, donner les détails de la mission des 1500 observateurs des droits de l'homme qui seront sur le terrain le jour du vote. Leur mission sera basée sur le respect des droits de l'homme. Ces observateurs seront des relais du CNDH. Ils donneront de la voix si certains citoyens sont empêchés d'accomplir leurs devoirs. Nous souhaitons nous déployer à toutes les étapes pour rassurer les populations sur l'intégrité et pour la sincérité du scrutin. Les dispositions de la Commission électorale indépendante doivent également prendre en compte la situation des personnes vivant avec des handicaps. Ces observateurs feront remonter à leur hiérarchie toute anomalie liée aux élections. Et tout cela a pour objectif d'assurer nos populations, nos concitoyens sur la sincérité du scrutin, sur l'intégrité du scrutin. Il y aura une coordination ici, un secrétariat permanent qui sera là et qui sera en contact avec tous les observateurs déployés sur le terrain à l'effet de faire remonter les informations. Pour cette élection du 31 octobre 2020, le Conseil national des droits de l'homme affirme être aux côtés des citoyens pour que ceux-ci votent en toute quiétude. Et parlons justement de l'action du Conseil national des droits de l'homme en cette période électorale. Je vous invite à suivre ce communiqué de la CNDH lu par Siforazeki. Dans nos prochaines éditions, des individus aux intentions pas du tout catholiques ont été interpellés par la gendarmerie nationale à Dabou pour leur implication dans les troubles qui ont secoué la ville ces derniers jours. En leur possession des armes à feu, des armes blanches, une cinquantaine au total. Ils seront face aux autorités judiciaires compétentes, nous dit Abou Sanogo. Leur interpellation par la gendarmerie nationale intervient après les récents événements qui se sont déroulés dans la commune de Dabou et des villages environnants. Il a été retrouvé en leur possession des armes blanches et à feu, des barres de fer, des téléphones portables et des gourdins avec lesquels ils ont opéré. Ce sont au total 6 armes à feu, 40 armes blanches dont 25 machettes, 8 couteaux de cuisine, 3 lances, 3 haches, 2 couteaux, 2 pics. Ces 50 individus qui se sont illustrés à Dabou et ces villages environnants seront conduits devant les juridictions compétentes pour permettre d'élucider le rôle que chacun d'eux a joué au cours de ces tristes événements. Après les tensions qui ont secoué la ville de Bongouanou ces derniers jours et qui ont fait des morts et des blessés, les populations se sont retrouvées pour parler de paix. Ce vendredi, dans le but de consolider cette cohésion, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a entrepris de soutenir les blessés et familles des défunts. Ces dons ont été remis par l'inspecteur général d'État, Théophile Awaoundoli, occasion pour lui de lancer un appel à la cohésion. Alexis Ouedraogo. Les 15 et 16 octobre dernier, la ville de Bongouanou était secouée par une vague de mouvements et d'incidents d'une rare violence. Au compteur, des pertes en vie humaine, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Après la tempête, les populations se retrouvent pour aplanir les différends, une initiative que vient soutenir le chef de l'État. Ces événements se sont soldés par des blessés et même des morts. Le président de la République informé m'a chargé de venir d'Iyako et de donner quelques moyens aux familles qui ont perdu des enfants et aux blessés pour
les blessés se soigner. L'occasion pour l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli de lancer un appel au calme, à la tolérance et surtout à une bonne compréhension du jeu politique. Que cela ne se répète plus. C'est l'appel que nous leur avons lancé, de calmer les cœurs, de calmer les esprits. Ces blessés qui sont là, certains sont de tel parti, d'autres de tel autre parti. Moi, ce sont mes enfants qui sont blessés et qu'on doit soigner. Et qu'eux aussi, ils comprennent un certain nombre de choses. Il faut qu'ils pensent à leur propre vie. Le fils de la région a pour finir invité les populations, notamment les jeunes, au calme pendant cette période électorale. Et surtout, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire est toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Les derniers chiffres recensés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèlent 15 nouveaux cas confirmés sur 1396 échantillons prélevés, 12 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 184 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières, préservant notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples mais qui sauvent. Du côté d'Abengourou, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a procédé à l'inauguration d'une usine pour les femmes. Cette usine fait partie d'un vaste projet dénommé Usine des femmes de Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement ivoirien en vue d'assurer l'autonomisation véritable des femmes en développant leur esprit d'entrepreneuriat en vue de leur permettre de participer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ce projet pilote lancé dans l'Indénie-Dublin va s'étendre à tous les départements des 31 régions et les 2 districts autonomes du pays. Le reportage est signé Herman Yamia. C'est une énorme contribution du gouvernement ivoirien dans sa volonté de donner les moyens aux femmes d'assurer véritablement leur autonomisation qui vient de s'exprimer. En inaugurant ici à Abengourou l'usine des femmes de l'Indénie-Dublin, le Premier ministre, ministre de la Défense, vient ainsi de lancer officiellement le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire USIFEMC. Il a pour objectif l'acquisition et l'installation de machines pour la transformation semi-industrielle des produits agricoles. Cette unité de transformation comprend donc une décortiqueuse blanchisseuse emballeuse de riz, une broyeuse mixte de tubercules et de légumes et une tritureuse de graines de palme. Ce don contribuera à une véritable indépendance économique que la femme de notre région, car donner aux femmes les moyens d'être économiquement autonomes, c'est permettre à la Côte d'Ivoire d'utiliser pleinement son potentiel humain et d'accroître sa capacité de production. Ce programme qui a pour but de développer l'entrepreneuriat féminin traduit la volonté du président de la République de faire participer plus de femmes à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ce programme a une valeur de 4,298 milliards de francs CFA sur 3 ans. On va former 30 000 femmes entrepreneurs. Et le projet pilote commence ici. Et le projet pilote va concerner 18 départements et les 2 districts de la Côte d'Ivoire. Et avec une valeur de 402 millions de francs CFA. Après la phase pilote, le projet va s'étendre à tous les départements des autres régions du pays, a indiqué le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous savez, le président Alassane Ouattara, c'est un président qui fait des choses concrètes, qui peut vous aider avec ces instruments. Demain, vous allez être mieux formés et vous allez faire votre commerce dans des meilleures conditions. Je vous félicite et nous allons vous aider à être autonomes. Bravo à toutes les femmes d'Abengourou. Il faut souligner que la première dame Dominique Ouattara accompagne le projet USIFEM en mettant 1 milliard de francs CFA du FABCI à la disposition des associations et groupements féminins qui vont bénéficier de ce programme. À promouvoir les activités et les conditions de travail en milieu professionnel, de même qu'une meilleure insertion, c'est le but de la création d'une cellule genre dans une administration. Celle du ministère des Affaires maritimes vient d'être installée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cité à la Direction générale des Affaires maritimes à Cocody et de Plateau en présence de Franck Quadio. Le lieutenant Hortense Owo-Ebeda installé comme point focal de la cellule genre du ministère chargé des Affaires maritimes. Les attributs symboliques, attestation et écharpe pour les membres du bureau. La tâche est importante et immense selon la directrice du genre. Votre mission essentielle, c'est l'intégration du concept genre
dans tous les projets, programmes, tests, conventions de votre secteur. Mais c'est aussi prendre en compte les besoins sexo-spécifiques des hommes et des femmes de votre secteur. Une feuille de route bien précisée. Pour de meilleures conditions de travail, les cellules genre dans l'administration, c'est l'affaire du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La mise en place des cellules genre dans les institutions publiques entre dans le développement des dispositifs institutionnels que notre pays a entrepris et à laquelle il a donné une impulsion nouvelle depuis maintenant une décennie. Et ce, pour traduire en action concrète la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en matière de promotion de la femme ivoirienne et de l'intégration du genre à tous les niveaux. Au nom du ministre chargé des Affaires maritimes, le directeur de cabinet Benjamin Soro exhorte la cellule genre de son département à l'action responsable. Le concept du genre est une approche de gouvernance qui vise à réduire les inégalités entre hommes et femmes. Je peux vous dire que s'agissant de son département, le ministre chargé des Affaires maritimes est résolument engagé. Comme les affaires maritimes, d'autres démembrements de l'administration publique auront bientôt leur cellule genre. Depuis 1975, la Côte d'Ivoire a adhéré à la plupart des conventions en faveur de la promotion de l'égalité de genre. Et dans le cadre de cette semaine nationale dédiée à la lutte contre l'insalubrité, l'Office du service civique national, en collaboration avec l'ANAGED, a organisé une campagne de sensibilisation relative à l'entretien du cadre de vie. C'est la cité d'Abobo-Baoulé qui a servi de cadre pour le lancement de cette activité pour la promotion de l'insalubrité. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Sensibiliser les populations sur les valeurs civiques et citoyennes, mais surtout sur les valeurs environnementales, ce sont entre autres les objectifs du secrétariat d'État chargé du service civique en partenariat avec l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Est initiée une journée du civisme et de la salubrité. Au cours de cette journée, les représentants du secrétaire d'État chargé du service civique et du directeur de l'ANAGED ont salué l'engagement pris par les populations d'Abobo-Baoulé pour rendre leur cadre de vie sain. Selon eux, Abobo-Baoulé fait partie des modèles des cités les plus propres d'Abidjan. Ils exhortent les citoyens au changement de comportement en adoptant les bons gestes, quel que soit l'endroit. Nous demandons aux populations d'éviter de jeter les ordures dans la rue. Lorsque nous avons nos déchets, nous devons rechercher une poubelle. Donc les ordures à la poubelle. C'est ce message que nous partageons aux populations. Tant que nous ne sommes pas civiques, citoyens et engagés, on aurait difficilement un environnement propre. Parce que vous comprenez, des gens qui vident les ordures dans la rue, qui raccordent leur réseau d'eau usée au réseau pluvial, les gens qui déversent de l'eau usée sur la voirie, vous comprenez que tout ça, c'est des comportements inciviques. Au terme de cette cérémonie, du matériel de salubrité et des kits sanitaires ont été remis au comité environnemental et de lutte contre la salubrité de la cité d'Abobo-Baoulé. Mesdames et messieurs, l'utilisation des antivols, ces protections métalliques ou coupantes que l'on utilise dans la construction de nos maisons pour nous protéger des cambrioleurs peuvent avoir un effet boomerang. Tenez, en cas de danger, par exemple, d'incendie ou d'inondation, ces antivols ne facilitent pas l'évacuation et malheureusement, plusieurs familles, ici en Côte d'Ivoire, ont fait les frais de cet effet boomerang. Alors question, comment éviter ce genre de drame qui endeuille de nombreuses familles? Comment construire les portes et les fenêtres en respectant les normes de sécurité? À qui demander conseil avant de bâtir sa maison? Le dossier de Ami Sissoko. Des immeubles en feu, des habitations en proie à des flammes, des commerces et autres établissements victimes d'incendies. Des images visibles dans nos villes. À Korogo, dans la région du Poro, au nord du pays, sur 100 incendies recensés depuis le début de l'année, la moitié environ a engendré des dégâts matériels et humains importants. Des incendies sur lesquels les sapeurs-pompiers ont eu du mal à intervenir. L'accès aux habitations étant parfois rendu difficile par les antivols et autres grilles de protection. Le 10 juillet dernier, au quartier sinistré, 6 personnes, toutes d'une même famille, ont péri dans les flammes. Il faut comprendre que dans le feu, les deux menaces essentielles sont l'intoxication par la fumée et puis les brûlures par les flammes. Mais lorsque les secours vont se présenter,
Pour l'évacuation, on pourrait tenter de passer par la fenêtre ou par la porte. Mais lorsqu'on se trouve dans un cas de figure comme celui-là, avec une fenêtre barricadée, des portes barricadées, c'est une perte de temps pour les secours. Mais tout ce temps-là, le pronostic vital est déjà engagé. Korogo n'est pas un cas isolé. À Grand Bassam, au quartier Mokéville, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018, c'est une famille de 9 personnes qui a péri dans un incendie. La servante, elle voulait sortir par la fenêtre, mais il y a un petit vol par dehors. Donc elle n'a pas eu l'occasion de sortir. La fumée aussi là, voilà, l'a asphyxiée. La même année, à Boaké, 7 personnes de la même famille ont perdu la vie dans un incendie. À Gayoa, des personnes prises au piège des grilles de protection n'ont pu être secourues. On a tenté de casser la porte, on n'a pas pu. Moi-même, je suis allé chercher une hache, on a pu casser la fenêtre et on a pu sauver 3 personnes. Quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, j'ai vu qu'il y avait la fumée et le feu partout dans la chambre. Et on a cassé les vitres de la fenêtre de la chambre et j'ai pris la porte du placard, j'ai pu faire une ouverture sur l'antivol de notre chambre. J'ai fait sortir les enfants et moi-même je suis sorti. Et après je suis parti vers la chambre des filles parce qu'elles étaient en train de crier aussi. Donc, je suis parti, j'ai essayé de casser l'antivol mais je n'arrivais pas. Et à un certain moment je n'entendais plus les cris. Ces dispositifs réduisent les chances de survie dans bien de cas, comme ici lors d'un incendie à Abidjan, au plateau. Sur les lieux, nos hommes ont été confrontés à un bâtiment qui était très difficile d'accès parce que complètement barricadé par des rideaux métalliques fermés avec des cadenas, en plus des grilles. Se protéger des voleurs et autres cambrioleurs, assurer la sécurité de la famille. Ces préoccupations guident bien souvent le choix d'équiper portes et fenêtres d'antivol. On a tendance à se protéger contre les voleurs au lieu de prévoir les éventuels cas d'incendie. Donc c'est ce qui nous amène vraiment à faire ça. Mais vouloir trop se protéger n'est pas sans danger. Quand les dispositifs sont mal élaborés, mal disposés en dehors de toute règle de sécurité. Nombreux sont les fabricants de ces portes et fenêtres sans formation qualifiante, voire diplômante. Aucune notion de sécurité en la matière, comme ce ferronnier. Nous, on est plus basé sur le cas de vol. Dans nos métiers, c'est ça. Mais au cas s'il y a un problème maintenant dedans, il y a du feu pour que la personne puisse sortir. Vraiment, ça, on n'a pas pris ces mesures-là. La construction d'une maison, d'un commerce ou autre établissement obéit à des normes en vue d'assurer la sécurité des occupants. En cas d'incendie, si on est prisonnier dans les chambres, par où s'échapper et comment le faire? Mais si on est barricadé, on ne pourra pas le faire. Une fois de plus, pour attirer l'attention de la population, de prendre souvent conseil auprès des préventeurs avant de construire les maisons. Tu envoies ton plan, il t'indique, fais l'issue de secours par là. En cas d'une situation, la famille peut s'échapper par ici. Donc il faut quand même que la population ait cette culture-là. La prévention incendie doit débuter bien avant l'obtention du permis de construire. L'autorité qui délivre le permis de construire a pour conseil le service de prévention du groupement des sapeurs-pompiers militaires. C'est à ce service-là qu'on adresse les plans et ces services vont instruire le dossier en termes de prévention incendie à travers des prescriptions. Et ces prescriptions vont prendre en compte l'accès facile par les portes, les fenêtres que nous appelons dans notre jargon à nous des dégagements. Malheureusement, ce n'est pas toujours suivi. L'autorité municipale ayant le pouvoir de police a l'obligation de faire respecter les règles en matière de construction. Et à Korogo, la municipalité s'y attelle. Ce que nous faisons depuis un moment, lorsque la construction nous envoie le dossier, on impute le courrier aux sapeurs-pompiers et c'est sur avis des sapeurs-pompiers que nous délivrons maintenant la lettre pour donner le permis de construire à la personne. On a même instruit les sapeurs-pompiers ensemble avec le préfet de passer dans tous les hôtels où il y a des problèmes de sécurité, d'appeler les propriétaires et de leur demander de se mettre aux normes. Le modèle de construction des portes et fenêtres est à repenser pour éviter des drames. Il faut trouver un nouveau système. Peut-être que ce système peut se faire à partir de l'intérieur de la maison et en cas de feu, on pourrait peut-être décondamner ça à partir de l'intérieur et puis s'échapper. Les solutions qu'on propose, c'est de faire des fenêtres comme ça. Et en cas d'incendie, on peut ouvrir comme ça, les deux crochets, et on ouvre comme ça.
peut sortir par là. Un projet de construction prend du temps et il est plus que conseillé de se faire accompagner par des professionnels pour être bien logés et mieux protégés. Voilà, vouloir se protéger et souvent sans danger engage beaucoup de dangers. Tout autre chose à présent. 1404 kits scolaires ont été offerts par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables à 4 groupes scolaires du quartier abattoir dans la commune de Port-Bouët via la Fondation. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la caravane de distribution de 10 000 kits scolaires dans la commune de Port-Bouët. Abdourahmane Cissé a aussi contribué au raccordement du quartier abattoir au réseau électrique. Sephora Zeki. Abdourahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, veut rendre à Port-Bouët, sa commune natale, ce qu'elle lui a donné. Il investit 15 millions de francs CFA dans l'achat de 1404 kits scolaires et du matériel d'entretien. Un geste de portée sociale salué par petits et grands. Mes camarades et moi sommes très heureux de recevoir pour la seconde fois les bienfaits de l'État de Côte d'Ivoire. À travers la distribution de kits scolaires, nous voulons prendre ici l'engagement de les utiliser pour des résultats scolaires d'excellence. Tout l'abattoir est fier de vous. Et si vous voyez cette mobilisation, c'est pour vous montrer notre reconnaissance. À travers ce don, Abdourahmane Cissé veut rappeler aux parents l'importance de scolariser leurs enfants. L'éducation est un élément important. Si vous voyez, si je suis là où je suis aujourd'hui, dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris mes études au sérieux et c'est l'éducation qui m'a permis d'arriver là où je suis. On a souvent tendance à dire en Côte d'Ivoire que relation est mieux que diplôme. Moi, je dirais plutôt que diplôme est mieux que relation. C'est vraiment les diplômes qui permettront et qui donneront l'opportunité à nos enfants, à nos jeunes de pouvoir sortir et changer de conditions de vie. Le quartier abattoir dans la commune de Port-Bouët vient d'être mis sous tension par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables. Une promesse de Abdourahmane Cissé, traduite en actes et saluée par les populations. Nous trouvons difficilement les mots pour vous dire merci. Vous avez pris la voie tout à l'heure, vous êtes arrivé, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut avoir comme problème dans ce quartier. Et à partir de là, vous pouvez mesurer l'ampleur du bien que vous nous faites. Et si vous choisissez de ne pas en parler par humilité, nous, on ne peut pas se taire. 80 millions de francs CFA investis pour raccorder les 20 000 habitants du quartier abattoir au réseau électrique. Le taux de couverture d'électricité est passé de 33% en 2011 à environ 76% à fin août 2020. L'objectif est de passer à 80% à la fin de cette année et à 100% à l'horizon 2025. Donc c'est vraiment électrifier toutes les localités de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans le quartier abattoir à Port-Bouët, justement dans le cadre de ce programme d'électrification de l'ensemble des localités de notre pays, dans le cadre des programmes d'extension, parce que vous savez, nos villes, nos quartiers s'agrandissent, vous avez des populations plus importantes, donc il y a besoin de mettre de nouveaux réseaux. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, par ailleurs président de la fondation qui porte son nom, veut investir dans le capital humain pour préparer l'avenir de demain. Voilà, de la joie dans le cœur des populations et dans l'actualité internationale. Les Nations Unies ont annoncé ce vendredi, donc 23 octobre, un cessez-le-feu global et permanent en Libye entre le camp de Khalifa Haftar, le général à Benghazi, et celui du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Les belligérants ont signé un accord après 5 jours de discussion à Genève depuis la conférence de Berlin en janvier 2020. 3 commissions ont négocié pour sortir de la crise. La dernière à Genève a été chargée des questions sécuritaires et militaires. La question des milices est laissée au nouveau gouvernement d'union nationale qui devrait les dissoudre tout en intégrant certains de ces éléments dans l'armée régulière. Le gouvernement doit aussi terminer le travail sur la réunification de l'armée. Et toujours dans l'actualité internationale, le Soudan et Israël ont accepté hier vendredi d'entamer la normalisation de leurs relations diplomatiques au terme d'une médiation américaine. Donald Trump, qui briguera un nouveau mandat le 3 novembre, a obtenu cet accord lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement soudanais Abdallah Hamdok et le président du Conseil de transition Abdel Fattah al-Burhan. Selon des membres de l'administration américaine, le Soudan devient ainsi le 3e pays arabe à accepter de normaliser ses relations avec l'État hébreu après les Émirats arabes unis et Bahreïn.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve, Dieu voulant, ce soir à 23h pour la dernière édition de la journée. Bon début d'après-midi. Dieu nous garde.